Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Rencontre avec l'auteur. Ce matin, je vais vous parler d'une brave femme, des femmes comme on les aime désormais dans notre nouvelle Afrique. Je vais vous parler d'une auteure. Je ne vous en dirai pas plus, je vais lui poser des questions et elle va nous répondre. Nous allons tous ensemble la découvrir. Tout ce que je sais, c'est que c'est une femme qui n'a pas la langue dans sa poche. C'est une femme qui évoque tous les sujets avec une élégance et une franchise. Je vais me tourner vers celle que j'accueille ce matin sur le plateau de Rencontre avec l'auteur, que j'appelle Samba Saphir. Bonjour Samba Saphir. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en nous parlant tout d'abord de votre parcours? Avant de commencer, je tiens d'abord à dire merci à toute l'équipe de production, toute l'équipe qui s'est mobilisée ce matin pour m'accueillir. Merci à tous les auditeurs, téléspectateurs. Concernant mon parcours, je suis née au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. Je suis une jeune africaine, je suis d'origine camerounaise. Donc, après le CP, j'ai fait le secondaire au Cameroun et à l'université, après avoir eu un bac D, mention mathématiques et sciences naturelles. Ouais, c'était cette filière à l'époque. Oui, c'était cette filière à l'époque. J'ai préféré faire de la chimie. J'ai fait un cycle de chimie après avoir terminé. Et comme j'ai toujours été intéressée par tout ce qui a trait à l'environnement, protection de l'environnement, développement durable, j'ai fait un autre cycle dans l'environnement et particulièrement management opérationnel du développement durable. C'était au Cameroun? Non, c'était ici en France. D'accord. Donc j'ai terminé et là je suis, comme dirais-je, à la recherche du boulot, en dehors de toutes mes autres casquettes. Voilà. Eh bien, vous ne vous ennuyez pas beaucoup parce qu'effectivement, vous êtes là ce matin pour nous parler du premier tome de votre trilogie, alors que je vais d'ailleurs présenter aux téléspectateurs Du feu pour les honneurs. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire déjà votre titre? Pourquoi le feu pour les honneurs? Pourquoi du feu pour les honneurs? Pourquoi du feu pour les honneurs? Déjà, il faudrait savoir, lorsque j'ai écrit le premier jet, je l'avais appelé La Passion écarlate. Parce que c'est un livre assez difficile, c'est un livre qui fait appel à toutes les émotions. Donc après avoir travaillé, je me suis dit, je vais chercher un titre non pas choc, non pas vraiment choc, mais un titre qui puisse vraiment parler aux Africains, un titre qui puisse vraiment intéresser. Alors du feu pour les honneurs, c'est pour dire qu'en Afrique, puisque je parle de la société africaine, je ne peux que parler de ce que je connais. Je me suis dit, en Afrique, la plupart du temps, c'est basé sur le paraître, les honneurs, tout ce qui est honneur à la famille, honneur de la jeune fille. Je me suis dit, il y a certaines choses qui ne vont pas. Il faut revoir certaines choses. Il faut revoir certains pans de la tradition, certains pans de notre culture. Et je me suis dit... il faut brûler tout, donc j'ai dit du feu pour les honneurs, ça pourrait passer. Et justement, vous nous avez dit que vous étiez camerounaise, oui. Et je pense que vous êtes du centre. Vous oui. êtes d'Akonolinga. Exactement, je suis d'Akonolinga. Voilà, et je constate que en fait votre roman parle plus d'une histoire qui a été vécue en Rwanda. Oui. Alors du coup, je me dis, est-ce que vous avez voyagé, vous étiez au Rwanda, comment ça s'est fait que vous ne soyez pas inspiré d'une histoire camerounaise et vous êtes plutôt inspiré d'une histoire rwandaise? Pourquoi le Rwanda? Tout simplement, ça s'est fait pour deux raisons. La première raison, vous savez, le monde est un vaste village planétaire. Et en tant que citoyenne de ce monde, je ne saurais et je ne pourrais me limiter à tout ce qui a trait à mon pays d'origine, le Cameroun. Donc je suis boulimique de lecture, de tout. Je suis curieuse.
Donc j'aime beaucoup découvrir, j'aime découvrir Vous tout êtes ce qui est africaine aux aussi. autres contrées et tout. Donc c'était la première des raisons. Et la deuxième des raisons, ça part d'une histoire assez tragique. Si je puis dire, en dehors de l'écriture des livres, je suis aussi chroniqueuse sur les réseaux sociaux. Et après avoir terminé une chronique, j'ai eu un message d'une jeune Rwandaise, c'était en mars 2014. Oui. Donc j'avais terminé une chronique sur le Cameroun. Oui. Et Qui parlait de qui parlait du veuvage, tout ce qui avait trait au veuvage et acte notarié. Oui. Donc j'avais terminé et j'ai fait un post Oui. demandant à mes lectrices d'Afrique de l'Ouest de me faire signe. J'avais envie de discuter avec elles. Il y a eu des réactions et il y a eu une seule réaction de l'Afrique orientale. C'était une Rwandaise. D'accord. Et je crois que c'était à 23h15. Elle me dit, j'aimerais que tu écrives sur le Rwanda. D'accord. 23h15, je lui ai dit, pourquoi écrire sur le Rwanda? Elle me dit, j'aimerais que tu racontes mon histoire. J'ai besoin que tu racontes mon histoire. Oui. Je lui ai dit, pourquoi? Quelles sont tes réelles motivations? Elle me dit, je ne tiens pas à ce qu'on oublie. Ah oui. Je ne tiens pas à ce qu'on oublie. J'aimerais que les Africains aient ça dans leur mémoire, qu'ils y pensent tout le temps. Elle avait tout le quel temps. âge? Elle a quel âge? Aujourd'hui, elle a 25 ans. Ah oui, jeune. Elle est jeune, elle a 25 ans ou 28 ans. Mais à l'époque, elle avait 6-8 ans. Elle était toute jeune. Ah oui, impressionnant. Oui. Et elle me dit pourquoi? Parce que lorsque c'est arrivé, elle ne voulait pas rentrer dans les détails tout de suite. Elle me dit, j'ai vu mon père se faire massacrer à coups de machette. Mon père, mon frère qui avait 14 ans, tous les mâles. Ah oui, d'accord. Tous les mâles, puisque sa mère est Hutu, son père était Tutsi. Oui. Donc elle a vu son père et tous ses frères se faire massacrer à coups de machette devant elle. Oui. Et lorsque ça a été terminé, sa mère et elles ont dû ramasser et mettre les corps dans des sacs poubelles afin de pouvoir enterrer. Donc elle m'a raconté son histoire. Elle me dit, j'aimerais que tu en parles. Parce que j'ai l'impression que lorsqu'on regarde l'Afrique et tout ce qui est en train de se passer, par exemple au Congo ou partout ailleurs, c'est la même chose. Ce sont les mêmes faits, c'est la répétition, c'est juste le pays qui change, le nom des tribus et tout, mais j'aimerais que tu en parles. Et c'est comme ça que vous prenez la décision? C'est comme ça que je prends la décision, dont le lendemain, je la rappelle. Nous avons fait 30 minutes au téléphone. C'est là, elle rentre dans les détails. Elle me raconte son histoire. Pendant qu'elle racontait, je pleurais et elle pleurait. Oui, parce que son histoire est touchante. C'est tragique. Touchant. Donc, lorsqu'elle termine, elle me dit, c'est la première fois que j'en parle depuis les faits. Je n'en ai jamais parlé. Je ne souhaitais même pas en parler. Pourquoi? Parce que je revis la scène. Oui. C'est-à-dire, les odeurs sont là. Oui. C'est remonté à la surface. Ben, bien sûr. Tout, je revis tout. Oui. Et cette nuit, c'était pire. C'était la pire de toutes les nuits. Elle me dit, j'aimerais que tu en parles. Et là, je lui ai dit, j'ai besoin d'une semaine de réflexion. J'ai besoin de réfléchir parce que dire oui tout de suite, c'est un peu comme si je disais que je pouvais coucher des mots, oui, mettre des mots sur certaines émotions. Oui, et pourtant, il faut les vivre, les émotions. Et pourtant, il faut les vivre. Oui. Donc, je lui ai dit, j'ai besoin d'une semaine. Après une semaine, je la rappelle, je lui ai dit, écoute, je suis désolée, je ne peux pas écrire ton histoire. Déjà parce que c'est un tsunami d'émotions, ça va me ravager. Mais, quelque part, si j'accepte, ce serait mentir. Ce serait être hypocrite. Oui. Je ne peux pas. Par contre, ce que je te propose, comme je voulais écrire sur le mariage interreligieux, je vais associer le génocide rwandais. Donc, je vais situer la scénographie de ce roman au Rwanda. Et c'était un défi majeur. Oui. Parce que c'est vrai que j'en avais déjà parlé, j'avais lu sur le Rwanda. Maintenant, il fallait que je m'y intéresse, que je me fonde dans le paysage et que je fasse tout pour ressentir ces émotions-là. Donc, elle a pris la peine. Nous nous sommes mis à travailler. Donc, elle allait dans la rue. Quand elle était dans la rue, elle m'appelait, elle me dit, bon, je suis en route. Et là, je lui ai dit, décris-moi ce que tu vois. D'accord. Ah oui. Qu'est-ce que tu ressens?
Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses? Quel est le sentiment qui se dégage? Et pendant ce temps, vous-même, vous épousiez, votre Voilà. esprit a épousé exactement ce qu'elle voyait Voilà. pour que vous puissiez faire naître des émotions dans Voilà. vos Donc, écrits. elle parlait, j'écrivais, soit ça se faisait aussi par mail, D'accord. ou elle m'envoyait aussi des photos. Donc, en plus des recherches qu'il fallait faire. Donc, Et c'est comme ça que vous avez donc cette inspiration de changer même le titre. Oui. Parce que vous avez eu peur aussi que le titre soit assez choquant, on va dire, pour le lecteur, j'ai l'impression. Je me suis dit, La Passion écarlate, ça va être trop simple. Ça va être peut-être un roman à l'eau de rose. Oui. Je me suis dit non. Alors que du feu pour les honneurs, tout de suite, on se demande du feu pour les honneurs. Pourquoi? Et effectivement, justement, je voulais vous demander, ça aurait été peut-être mieux, parce que là, il y a quand même 3 grands thèmes. Vous parlez du mariage précoce, vous parlez des musulmans, du mariage mixte chrétien-musulman, vous parlez de plein d'autres choses. Donc, je veux dire, vous avez tout mélangé dans un seul livre. Oui, en fait, c'est ce livre, j'ai souhaité qu'il soit un puzzle. Oui. C'est-à-dire, et j'ai veillé à ce que toutes les pièces puissent s'imbriquer. C'est-à-dire... Se coordonner. Voilà, que tout soit coordonné. J'espère que ce sera parfait. Oui. C'est vrai que dans le tome 3, je termine par un thème que je laisse découvrir. D'accord. Voilà. Et justement, est-ce que vous êtes islamophobe? Parce que là, c'est d'ailleurs dommage que je vous pose cette question, parce que en lisant votre livre, je l'ai lu avec d'autres personnes qui, pourtant là-dedans vous parlez des chrétiens et des musulmans, mais les gens sont plus choqués quand vous parlez des musulmans. Et pourtant, vous ne faites que ressortir, parce que vous êtes quand même une femme assez sincère, vous ne faites que ressortir vos ressentis et les émotions que vous avez eues de par vos échanges avec cette Rwandaise. Oui. Alors, là, c'est de vous à moi. Est-ce que vous êtes islamophobe? Non, je ne suis pas islamophobe. Comme je dis souvent, je suis une citoyenne du monde, je suis assez ouverte. Oui. Je suis assez ouverte à toutes les religions. Je ne saurais être islamophobe puisque, comment être islamophobe? C'est vrai que c'est assez difficile au regard de l'actualité. Les musulmans sont stigmatisés, les musulmans sont critiqués. Alors c'est vrai que l'approche choisie peut être, on peut dire que c'est maladroit, je ne sais pas. Mais je me suis inspirée de la société, de notre société. Je me suis inspirée de ce qui est renvoyé par les médias. Oui. Je n'ai rien créé. Oui, effectivement. On perçoit les musulmans ainsi, et pas seulement la société occidentale, non. Même entre Africains, les musulmans sont perçus de cette façon. J'ai juste souhaité présenter, je n'ai pas fustigé, j'ai présenté à la société certains faits, et j'ai préféré dire à la société, bon, il faut tirer des conclusions. Voilà. Je ne suis pas islamophobe, c'est vrai que je parle de la femme musulmane, quelque part je parle aussi de la femme chrétienne, la femme musulmane, ce qu'elle devient. Et quand vous parlez du mariage précoce, par exemple, on va dire c'est une sorte de pédophilie quand même, non, en Afrique? C'est une pédophilie sous-jacente. Oui. C'est vrai qu'en discutant avec certaines personnes, l'homme répond toujours c'est la tradition. Ça a toujours été ainsi. C'est la tradition, l'on ne peut pas changer, l'on ne peut pas faire évoluer. Donc, je leur demande souvent, parce que c'est vrai qu'on va dire qu'elle critique, mais... Ce n'est pas des critiques, je pense que nous sommes dans un monde maintenant qui évolue et nous voyons les choses autrement. Oui. Où avant, la jeune femme de 15 ans était déjà mature. Il y a beaucoup de nos mamans, de nos mères qui ont des enfants à l'âge de 15 ans. Mais aujourd'hui, avec le temps, on se rend compte qu'une femme de 15 ans, c'est un bébé. C'est un bébé. Et surtout que vous êtes mère, il me semble. Exactement, je suis maman. Je vais vous dire, lorsque j'ai écrit, puisque j'ai commencé à publier du feu pour les honneurs sur Facebook, j'ai eu des réactions assez violentes de la communauté musulmane. Lorsque j'ai commencé, tout de suite j'ai été critiquée. Ah non, islamophobe et tout. J'ai observé un temps d'arrêt. J'ai voulu répondre, mais j'ai été surprise et agréablement surprise, je peux dire. Puisque ce sont des musulmanes et des musulmans qui m'ont dit, Safir, tu ne dis rien, laisse-nous aller au front, laisse-nous aller discuter. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, il y a des petites filles de 12 ans qui sont mariées. Est-ce faux? Non. S'il faut apporter des preuves, je peux apporter des preuves. Il y a eu, et après 3 jours,
le temps que la tempête passe. C'est ça. Parce qu'il y avait la tension sur la Oui. page, parce qu'à un moment donné, j'ai eu peur que la page ne soit signalée, qu'elle soit supprimée. Oh, oui. Il a fallu que la tension baisse et que je puisse repartir. Il a fallu élucider, lever certains équivoques. Voilà. Et donc, vous parlez du mariage précoce, on a parlé un peu de pédophilie. Et vous êtes une féministe, parce que quand vous parlez déjà de mariage, là, tout de suite, on va voir le côté féministe d'une femme. Et vous savez très bien qu'en Afrique, c'est un mot qui ne passe pas trop. Mais sauf que, on peut se permettre de le dire, mais en définissant le mot de notre façon et dans notre contexte socio-culturel. Dites-moi comment définissez-vous ce mot? Déjà, féminisme, pour tout vous dire, je ne sais vraiment pas ce qu'on appelle féminisme. Parce que pour moi, c'est juste une question de justice, c'est une question d'équité. Quelque part, c'est demander respect et considération. Je ne sais pas si c'est ça, si c'est cela qui est taxé de féminisme, alors je dis oui. Mais alors, dire féminisme, mais féminisme à l'africaine, là je suis dubitative. Pourquoi? Là, je vais être un peu dure. On va dire la femme africaine, féminisme. C'est vrai que nous, les Africaines, nous demandons le respect de nos droits. Nous demandons, nous revendiquons à corps et à cri. Mais la femme africaine, c'est-elle ce qu'on appelle féminisme? La femme africaine se respecte-t-elle déjà? Quel mot devrait-on, si on voulait remplacer le mot féminisme, qui a une consonance, on va dire, occidentale, pas dans le sens propre, quel autre mot pourrait trouver pour nous, les Africaines? Parce que je pense qu'il y a quand même des femmes assez dynamiques aujourd'hui chez les Africains et les Afrodescendants, assez dynamiques, où on pourrait peut-être justement les caractériser de féministes. Quel mot? Parce que moi, j'ai bien envie qu'on m'aide à trouver ce mot. J'admire énormément ces femmes-là qui ont ce charisme-là. J'ai été en train de dire... les femmes africaines revendiquent certains droits, mais que savent-elles de ces droits-là? Parce qu'en discutant avec certaines lectrices, parce que je le fais régulièrement, je crée des tribunes, lorsque je leur pose la question de savoir c'est quoi le féminisme pour vous, qu'appelez-vous droit? Déjà, elles ne connaissent pas leurs droits. Il faut le dire, elles ne connaissent pas leurs droits, elles se limitent à ce qu'elles ont entendu. Ou alors, elles se limitent à ce qui leur est dit par les hommes, entre guillemets. Mais les droits, elles ne connaissent pas. Elles ne connaissent pas leurs droits et elles ne savent pas que droit veut dire... Droit implique forcément devoir, quelque part. C'est assez important. Donc, féminisme à l'africaine, tu disais, juste femme forte. Femme forte, femme qui s'assume aussi. Parce que, justement, dans notre culture africaine, généralement, la femme attend tout d'un homme. Et dans la nouvelle Afrique, non, la femme sait sortir. La femme aujourd'hui, elle contribue. Oui. Elle contribue au développement du foyer et autres. Mais peut-être que c'est dans ce sens-là aussi qu'on pourrait... Avant, de ce que je sais qu'avant, la femme participait déjà au développement. Elle aidait son homme, c'est-à-dire elle allait au champ, elle participait aux activités, tout ce qui est vente, elle participait déjà. Mais elle a toujours été en arrière-plan, elle est toujours restée en arrière-plan, donnant l'honneur à son homme. Ce qui change maintenant avec le capitalisme galopant et l'évolution, le développement, elle est obligée de s'impliquer politiquement et économiquement. Et elle tend à prouver qu'elle peut faire comme un homme. Mais ce que je trouve navrant, c'est quoi? C'est que lorsque la femme africaine veut s'impliquer, lorsqu'elle s'implique dans un projet, c'est toujours par rapport à l'homme. J'ai du mal à comprendre. Elle doit apprendre à exister d'abord pour elle-même et non par rapport à l'homme. Elle-même, voilà. Avant d'être madame. Voilà, qu'elle apprenne d'abord à exister, qu'elle apprenne à s'aimer. Et il faudrait aussi qu'elle ait une haute estime d'elle-même. Parce que j'ai l'impression que la femme africaine, je ne sais pas si c'est une régression
mais la femme africaine se définit par rapport à l'homme. Elle vit par devers l'homme. Et justement, vous avez un autre nom, parce que vous avez tellement de casquettes, vous avez aussi plusieurs noms, vous vous appelez Samba Saphir, ça c'est le nom officiel, votre nom d'auteur officiel. Et dans mes recherches, j'ai constaté que vous appeliez aussi Kanga Girl. J'ai essayé de comprendre un peu, mais je vais vous demander de reconfirmer parce que je ne vais pas répondre pour vous. Et vous avez un autre nom qui m'a énormément intriguée parce que de par votre manière d'écrire, qui est quand même assez pédagogique et tout, qu'on vous appelle Ndolé Girl, qu'on sait ce que c'est que Ndolé Girl au Cameroun, parce que c'est quand même un nom qui fait partie de l'argot, il faut bien le préciser, de notre argot camerounais. Pourquoi Ndolé Girl? Ndolé Girl, c'est déjà, il faut dire, le ndolé, c'est un légume du Cameroun, c'est amer. Oui. C'est amer. Ndolé Girl, c'est par rapport à mes copines. Généralement, lorsque nous avions pour habitude de nous retrouver, de nous regrouper et de parler de certains sujets, je m'exprimais sans tabou. D'accord. J'étais parfois crue, dure dans les mots. Donc vous êtes une femme amère, si on peut le dire. Si on peut dire. D'accord, maintenant je comprends. Et Kanga Girl? Kanga Girl, c'est par rapport à ma... C'est par rapport à ma comment dire, à ma ville native, parce que je suis du centre. Oui. Je suis originaire d'Akonolinga, Oui. une ville du centre. Et là-bas, le poisson, Oui. le kanga est la mascotte de cette ville à Konolinga. Ça, c'est, oui. Donc et on ne le pêche uniquement que dans l'oignon. D'accord. Donc Kanga Girl, généralement, pour faire une distinction, pour se reconnaître, Kanga Boys, Kanga Girl. Et quel nom préférez-vous dans tous ces noms-là? Je me reconnais dans tous ces noms-là. D'accord. La Gondolais, Samba Safi, Kanga Girl, il n'y a pas de Et problème. Samba Safi représente quoi? Samba Safi, Samba, c'est mon nom de famille. D'accord. Et Saphir, c'est le nom d'une personne qui m'est assez proche. Ok, d'accord, je comprends. Eh bien, comment dire, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions et je vous remercie de vous être présenté comme vous l'avez si bien fait et vous souhaite beaucoup de choses, mais avant cela, pour que nos lecteurs quand même sachent où se procurer votre roman et vos autres romans, parce qu'il me semble que ce n'est pas le premier. Donc, je vais vous laisser le soin, vous-même, de parler déjà des titres précédents de vos romans et ce qui va suivre et où ils peuvent se les procurer. Du feu pour les honneurs est le troisième roman. C'est une trilogie, comme je le disais tout à l'heure. C'est un roman dans lequel certains thèmes précis sont traités. Le mariage précoce, le mariage interreligieux, le tribalisme. Et je finis par un dernier thème dans le troisième tome. Donc, pour vous le procurer, vous pouvez aller sur des sites des diffuseurs habituels, la FNAC, des Citres et tout le reste. Et vous pouvez aussi commander dans toutes les librairies et aussi sur le site de l'éditeur www.editioncana.com ou alors me joindre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Samba Saphir ou les péripéties de Saphir, Twitter, Instagram, Wattpad. Voilà. Et pour les deux premiers romans de Samba Saphir, Lien Sacré a été publié le 4 août 2014 chez Edilivre. C'est un roman qui fait état de la position de l'homme en Afrique, de sa situation et de ce qu'il représente en Afrique. Et dans ce thème, je fais aussi l'état sur ce qu'on appelle acte notariat en Afrique, la situation et le devenir de la veuve et l'orphelin. Et surtout, j'invite tout un chacun à réfléchir sur ce qu'on appelle généralement solidarité africaine. Existe-t-elle vraiment? Voilà. Et le deuxième roman, celui qui a fait vraiment jaser, le pardon ultime, il fait état de la situation de la femme en Afrique. Donc, j'ai tenu à relater l'infidélité de la femme, parce qu'il est plus facile pour des hommes de dire à leur épouse, puisque c'est devenu une vérité empirique en Afrique. C'est plus qu'un sport,
c'est facile pour un homme de dire il faut supporter. Et lorsqu'il y a eu adultère, de prendre des enfants dehors et revenir avec, j'ai tenu à mettre l'homme dans la position de la femme et voir comment il pouvait réagir. Donc, il a aussi été édité chez Edilivre. Et je tiens à noter que j'ai été agréablement surprise. Pourquoi? Parce que j'ai été contactée par des hommes, des Occidentaux, des Africains et des Asiatiques qui ont tenu à faire certains témoignages. C'est édifiant, voilà. Pour le reste, je vous invite à découvrir et à commander, soit à la FNAC, soit sur le site de Edilivre. Voilà. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci. Et je vous souhaite bonne chance pour la suite de votre vie et de réussir dans toutes les casquettes que vous portez. Hein. Donc, quant à vous, chers téléspectateurs, je vous dis merci de nous avoir écoutés et vous invite de rester sur Rhodes TV pour d'autres programmes. Au revoir. Au revoir.